Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intelligence stratégique et géostratégie. Collection dirigée par Viviane Ducastel. La collection Intelligence stratégique et géostratégie vise à mieux comprendre les évolutions du monde découlant de la nouvelle donne géopolitique en construction. Le recours à l'intelligence stratégique et à la géostratégie sont des incontournables du décryptage du monde. Les éditions L'Harmattan ont souhaité éclairer les lecteurs sur les changements géostratégiques en créant cette collection, Intelligence stratégique et géostratégie. Celle-ci se donne pour objectif de présenter des analyses et des mises en relation d'événements internationaux, ainsi que des projections de la géographie et des composantes intrinsèques des États, face à un contexte spécifique dans une perspective stratégique. Déjà paru. Isabelle Tisserand, La prise en charge du choc en situation de crise 2012. Patrick de FONTBRESSIN, France Dépassement, L'heure de la citoyenneté volontaire 2011. Fabienne COSTADAU, La mer de Baran, un nouvel enjeu géostratégique 2011. Jean Bigot, Où va le Kenya? Un grand d'Afrique entre tension et développement 2011. Dédicace à la mémoire d'Omar Massala. Avertissement de l'auteur. Avertissement de l'auteur. Tous les faits historiques ou publics antérieurs au 7 mai 2012 relatés dans cet ouvrage sont avérés. L'ouvrage est peuplé de personnages réels et de personnages fictifs. Les propos prêtés aux personnages réels, comme a fortiori aux personnages fictifs, de même que les situations décrites, sont totalement imaginaires et n'engagent que l'auteur. Personnages centraux. Les noms des personnages fictifs sont cités en italique. Remerciements. L'auteur exprime sa profonde gratitude envers tous ceux qui, par leurs conseils attentifs ou leurs suggestions, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Michel Bentolila, Emmanuel Bourrier, Michel de Buffière. Robert Dupont, Mika Grappin, Paul Koskas, Christian Lévicki. Émile H. Mallet, Omar Massala, Xavier Auquin. Stéphane Richemont, Jean-Pierre Ségal. Ainsi qu'à son épouse Dominique et son fils Damien. Citation. Lorsqu'on perd son chemin, il faut revenir en arrière et repartir de zéro. Dicton malaisien. Préface. Jamais plus qu'aujourd'hui l'espoir d'aboutir à une paix au Proche-Orient n'a été si ténu. Jamais les conditions d'un règlement du conflit israélo-palestinien n'ont paru si difficiles à réunir. Jamais les désillusions tirées d'années et d'années de négociations n'ont paru si grandes. Faut-il pour autant baisser les bras devant ce conflit centenaire? Certainement non. Mais pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous sentons enfermés, il faut assurément une approche différente et des idées nouvelles. Mais lesquelles? C'est dire combien serait utile, combien serait précieuse une autre manière de poser le problème, une capacité à sortir des sentiers battus. Eh bien, je le dis comme je le pense, c'est peut-être l'immense intérêt de l'ouvrage d'Henri Procor que de relever ce défi et d'imaginer des hypothèses, des circonstances favorables qui auraient, si on les réunit, toute chance de nous mener à la solution. Les circonstances certes pour le moment non vérifiables, mais pour autant réalistes et plausibles. Alors sur quoi reposent ces fameuses hypothèses? Certainement pas sur de petits conciliabules entre diplomates, qui se disent qu'il faudrait obtenir ceci d'un tel et cela d'un autre. Non, c'est en allant au fond des problèmes et en travaillant dans une logique de long terme, avec confiance, avec courage, et sans dévier du chemin qu'Henri Procor accumule les contributions ou les concessions des uns et des autres. Elles vont lui permettre de construire un projet de règlement original, une plateforme autour de laquelle vont pouvoir se retrouver tous les protagonistes. Non sans veiller à ce que ces contributions soient judicieusement et méthodiquement compensées, et certainement pas en donnant l'impression que tout cela va être facile, loin de là. Au fil de la lecture, on sent parfaitement le cheminement de la pensée de l'auteur, sa logique, et c'est ce qui est bien dans ce livre. Ajoutons que la façon dont les problèmes sont posés est utile et convaincante, et que le choix du dialogue comme mode de narration est excellent. Nécessairement, cette approche suppose pour sa réussite
Que l'on entreprenne une révision des grandes données de base du dossier proche-oriental, que l'on remette sur la table les acquis du passé. Le livre restitue parfaitement ce nécessaire travail de mémoire et d'exégèse. Associé à un effort d'imagination non moins méritoire, il produit un résultat très intéressant et nous laisse une impression singulière. En allant au plus profond de ce qui marque cette région du monde, on ouvre une voie qui pour le moment n'est empruntée par personne. Et c'est le grand mérite de l'ouvrage que vous allez maintenant découvrir. Je formule le vœu que tous ceux qui souhaitent une solution au conflit en cours, et qui se sentent coincés et meurtris par une succession d'échecs, puissent trouver ici l'amorce d'une autre façon de traiter les difficultés et de résoudre enfin les problèmes existentiels auxquels sont confrontées les nations du Proche-Orient. La partie n'est pas perdue, il y a des manières d'en voir le succès. Stéphane Hessel. Prologue. Henri Prochor, merci d'avoir bien voulu répondre à quelques questions, et d'abord la toute première, pourquoi ce livre ? Parce que le conflit du Proche-Orient, qui dure depuis 130 ans, n'est toujours pas réglé et que tous les interlocuteurs de haut niveau qui s'y sont attelés ont échoué quelle que soit leur méthode. Dès lors, la parole doit être rendue à tous ceux qui pensent pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Sur ce plan, je manque tout à fait de modestie, puisque l'objectif visé par ce livre est d'exposer par le menu les termes d'un règlement de paix au Proche-Orient qui serait accepté par tous. Qu'y a-t-il de si nouveau dans votre approche qui vous permette d'affirmer que vous détenez la martingale de la paix ? Je crois qu'on peut trouver la solution si l'on revient aux sources du conflit, pour en traiter les maux. Or ce conflit était le conflit israélo-arabe. Il est aujourd'hui qualifié de conflit israélo-palestinien, parce qu'en apparence Israël a fait la paix avec l'Égypte et la Jordanie. La nuance n'est pas que sémantique. À partir du moment où vous dites israélo-palestinien, vous vous focalisez sur l'épicentre du conflit, vous restreignez considérablement vos marges de manœuvre et vous rajoutez de la pression sur une mécanique déjà largement éprouvée. Alors les rouages se grippent. Il faut au contraire revenir à une approche israélo-arabe, du conflit la plus large possible, une approche régionale, sans aucun tabou. Je reconnais que l'on peut trouver paradoxal de repartir presque de zéro, de revenir sur les acquis des négociations antérieures, et prétendre que c'est le plus court chemin vers la paix. Mais c'est le pari de ce livre. Voulez-vous dire que le retour des Juifs sur cette terre 3 fois sainte provoque une onde de choc qui dépasse largement le cadre géographique de ce qu'il est convenu d'appeler la Palestine mandataire, qui va de la Méditerranée au Jourdain ? Exactement. D'autant que le retour dont vous parlez est plutôt vécu par les Palestiniens et les Arabes en général, comme une immigration massive imposée de l'extérieur, et donc particulièrement insupportable. Une quasi-colonisation. Pourquoi avoir retenu le dialogue comme mode d'expression, plutôt qu'une approche plus classique du récit qui aurait privilégié l'exposé des faits puis leur analyse ? Parce que je souhaitais que le lecteur vive les négociations comme s'il en était placé au cœur, à la place même de l'interprète, personnage essentiel mais totalement transparent. Et puis, un exposé argumenté de façon classique, didactique, ne joue pas sur le registre de l'émotion. Or seule l'émotion permet au lecteur de s'identifier aux personnages, de s'approprier leurs arguments ou de s'en démarquer, et de suivre l'inflexion de leur jugement au fil des bonnes et des mauvaises nouvelles qui ponctuent le récit. Mais ne craignez-vous pas qu'en exposant au grand jour le contenu de la négociation, ses scoops, ses coups tordus et ses rebondissements, vous la tuiez dans l'œuf ? Est-il raisonnable pour un négociateur d'étaler ses cartes par avance sur la table ? Regardez les négociations d'Oslo de 1993. C'est dans le plus grand secret qu'elles se sont tenues. Mais elles ont échoué. J'entends par là qu'elles ont certes permis d'avancer, de créer l'autorité palestinienne, mais la paix en elle-même n'a pas avancé d'un pouce. Moi, je vais droit au but, résolument, mais en prenant le temps d'une approche progressive et que je crois pédagogique, en respectant les cheminements de chacun, l'exposé des concessions réciproques qui permettront d'atteindre le point d'équilibre. Certes, on peut espérer construire une relation de confiance dans le cadre de négociations secrètes, à mesure que l'on avance pas à pas et au fil des jours vers une meilleure compréhension de part et d'autre et que chacun se rassure en obtenant des gages. Mais je voudrais prouver ici que l'on peut tout aussi bien loger ce moment de négociation au cœur d'un livre, qui opérera le même effet de catharsis.
Remplacez l'expérimentation en réel par un simulateur d'expérience. Tout mettre au grand jour, parier sur la transparence plutôt que de voir nos petits secrets éventés dans l'arène médiatique et déchaîner les passions. On sent dans votre livre que vous n'hésitez pas à manier l'ironie. C'est un parti pris ? Vous savez, dans un monde si sérieux, mettre un peu d'esprit permet de faire passer beaucoup de choses. Mais ne vous méprenez pas. Au-delà de l'apparente ironie, nous traitons là de sujets particulièrement graves et je voudrais quant à moi tenter de faire passer ce message essentiel. La paix sera exigeante et elle exigera des concessions douloureuses. De tout le monde. Je répète, de tout le monde. Quand vous avez terminé votre dernière page d'écriture, avez-vous eu le sentiment d'avoir fait œuvre utile et pourquoi ? Je vous l'ai dit, je crois qu'il était temps d'élargir le débat, de sortir des chemins convenus, parce que les méthodes de négociation classiques, peu ambitieuses en vérité, ont échoué. Et cela en me positionnant dans le rôle d'un honeste broker, d'un médiateur impartial, qui a autant d'estime et de respect pour l'un des protagonistes que pour l'autre. Je sais que l'impartialité et son corollaire la justice sont des vertus rares, que seuls peuvent vous conférer les protagonistes eux-mêmes. Je me soumets à leur verdict. Sinon, je voudrais vous convaincre que ce livre n'est pas une rêverie, mais une feuille de route pour l'avenir proche. À qui dédiez-vous ce livre ? À tous ceux qui ont œuvré pour la paix au Proche-Orient, et à tous ceux qui sont morts pour elle. Et aussi à tous ceux plus proches de nous, au plus haut niveau de l'État, qui prouvent par leurs actes que l'intuition et l'audace peuvent encore inspirer le politique. Avez-vous une dernière recommandation à formuler auprès de vos lecteurs ? Le conflit du Proche-Orient attend son règlement depuis 130 ans, nous l'avons dit. Alors, lisez ce livre en commençant par le début, l'esprit disponible et en prenant votre temps. Le deuxième cercle, l'approche saoudienne, égyptienne et syrienne. Vendredi 23 septembre 2011, bureau du président de la République Stanislas N.C., palais de l'Élysée à Paris. Bruno, il me faut un envoyé spécial au Proche-Orient comme Omar. Comme à chaque fois qu'il se fait appeler, Bruno Chalafant, le ministre de l'Intérieur, s'assied sur l'un des 3 fauteuils qui font face au grand bureau d'époque où se tient le président de la République. Et comme celui-ci continue de compulser ses dossiers, il laisse son regard faire le tour de la pièce aux riches panneaux de boiserie dorée à la feuille. Devant lui, derrière le bureau royal aux élégants bronzes dorés, un splendide cartel blanc et or de Lepaute, horloger du Roy, posé sur une belle cheminée de marbre blanc, égrène les minutes au rythme d'un discret balancier, imperturbable derrière sa vitre doucement galbée. 2 grandes glaces, où se reflètent les riches tentures des embrasures de fenêtres qui donnent sur le jardin, meublent le panneau de gauche. En se retournant à demi, il peut observer quelques fleurons du mobilier national et plus loin, côté salon, un ensemble de canapés, fauteuils et tables basses où le président aime à recevoir ses visiteurs du soir. Bruno, il me faut un envoyé spécial au Proche-Orient comme Omar. Bruno Chalafant sursaute et esquisse un sourire. Plusieurs images lui viennent immédiatement à l'esprit. Il sait que c'est lui, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, l'homme des missions de confiance aux 4 coins du monde, que le président vient chercher quand l'affaire est délicate et sérieuse, et surtout quand elle ne doit pas être ébruitée. Il a tout de suite perçu que l'exclamation du président, qui vient de refermer son dernier dossier, n'est pas le fait d'un simple caprice, mais le fruit d'un constat qu'il a eu tout le temps de mûrir. Le dialogue israélo-palestinien piétine, le conflit s'enlise et l'Europe reste impuissante. Les négociations au travers du quartet, le quatuor rassemblant l'Europe, les États-Unis, la Russie et l'ONU, ne dépassent pas le stade des échanges de notes diplomatiques, où les mêmes constats ressassés en boucle n'éclairent aucunement la marche à suivre pour aboutir à un règlement du conflit. Ce règlement, dont les termes sont supposés connus et acceptés par tout le monde, sauf paradoxalement par les protagonistes eux-mêmes. Il pense surtout aux événements d'avant-hier et aux discours prononcés à New York par le président, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'ouverture de sa 66e session. L'espérance apportée par les printemps arabes, la nécessité de changer de méthode, la chimère d'une reconnaissance pleine et entière du statut d'État membre de l'ONU pour la Palestine tant que la confiance entre les peuples ne sera pas rétablie. Ce sont les suites de votre discours à New York, Monsieur le Président, qui vous inspirent cette réflexion ? Pensez-vous.
Ils n'ont rien retenu. J'ai pourtant été clair. L'urgence d'adopter un calendrier précis et ambitieux, avec 1 mois, pas plus pour reprendre les discussions, 6 mois pour se mettre d'accord sur les frontières et sur la sécurité, et 1 an tout compris pour parvenir à un accord définitif. Eh bien, vous verrez qu'en septembre 2012 on n'aura pas avancé d'un poil. C'est pourquoi je veux que nous reprenions nous-mêmes le leadership. C'est mon dernier espoir. Bruno Chalafant pense surtout que le président est vexé que pas un journaliste n'ait cru bon de reprendre à son compte sa proposition et de la relayer, mais il préfère ne pas relancer et revenir à la question initiale. Pourtant, Monsieur le Président de Dennis Ross, l'envoyé spécial de Bush Senior et de Clinton, en passant par Anthony Zinni, missionné par Bush Jr., et enfin par George Mitchell, missionné par Omaha, pour ne parler que des derniers en date, les envoyés spéciaux américains se sont succédé au Proche-Orient sans résultat tangible. Et sans parler de Tony Blair, l'envoyé spécial et émissaire du quartet qui a échoué comme les autres. D'ailleurs, depuis la démission de Mitchell, le président américain n'a plus d'envoyé spécial au Proche-Orient à proprement parler. Et puis, j'y pense, vous aviez vous-même il n'y a pas si longtemps une représentante spéciale au Proche-Orient, Bérangère Staufenzen, et vous l'avez remerciée. Mais ça n'a rien à voir. Écoutez, si vous ne m'aviez pas rappelé son nom, je ne m'en serais même pas souvenu. Non, Madame Staufenzen n'était pas chargée de faire de la politique, mais de faire acte de présence au nom de la France, d'occuper le terrain. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de faire du tourisme. Très bien. Et en quoi pensez-vous, Monsieur le Président, que nous pourrions faire mieux que les Américains aujourd'hui, et à nous tout seuls? Parce que la chute de Kadhafi a effacé notre retard à l'allumage, pour le moins malencontreux, comme dit de Saint-Perdon, lors des événements de Tunisie. La France a repris l'initiative. C'est moi qui ai créé l'Union pour la Méditerranée, et le but était déjà d'accompagner les pays de la rive sud sur le chemin du développement. Reconnaissez qu'avec le printemps arabe, nous disposons d'une belle fenêtre d'opportunité. Mais le conflit israélo-palestinien gâche tout. C'est devenu un kyste, un abcès de fixation qu'il faut éliminer. Le président marque un court point d'arrêt, puis reprend. Le dialogue d'homme d'État à homme d'État à lui seul ne fonctionne pas sur un sujet aussi complexe, vous le savez bien. Nous avons des agendas trop serrés. Nous pouvons valider des scénarios, pas les écrire. Quant aux diplomates, j'avoue que le quai me déçoit, même si avec Jean de Saint-Perdon on a maintenant aux commandes quelqu'un à la tête bien faite. Mais tous les diplomates sont pareils. Ils vivent dans la consanguinité, ne fonctionnent que sur des schémas convenus qui se ressemblent tous à peu de choses près. Ils ne peuvent imaginer de pistes vraiment nouvelles, et à supposer qu'ils le puissent, ils n'auraient pas la disponibilité matérielle de les tester, accaparés qu'ils sont par leurs petites obligations quotidiennes. C'est pourquoi je crois que des intermédiaires de confiance sont malgré tout nécessaires. Et le président de conclure. Les Américains n'ont pas abouti, certes, mais est-ce une raison pour ne pas essayer nous-mêmes? La légitimité des Américains sur la question du Proche-Orient émane de leur statut d'hyperpuissance. Mais la nôtre procède de l'histoire avec un grand H. Il est temps d'y aller, Bruno, et en y mettant les mêmes moyens. Alors trouvez-moi quelqu'un de disponible, qui connaisse le sujet sur le bout des doigts, et suffisamment madré pour manœuvrer à l'aise en terrain miné. Si on trouve la perle rare, c'est vous qui suivrez la progression de ces travaux et qui m'en informerez directement. En binôme avec Jean de Saint-Perdon, naturellement. Et pourquoi pas Jean-Bernard Tournery? Suggère alors le ministre. Sa prestation en Libye a été formidable et unanimement reconnue comme telle. Je le lui ai déjà demandé, vous pensez bien. Mais il ne nous suivra pas sur ce coup-là. Jean-Bernard est un intuitif, il aime intervenir à l'instant qu'il croit décisif, et voir tout de suite le résultat de son action dans les médias. Il juge le dossier du Proche-Orient trop difficile à démêler. Et puis, sur le Proche-Orient, il y a toujours Tony Blair, qui reste le représentant spécial du quartet. Ces deux hommes-là ne marcheront pas sur les mêmes plates-bandes. Bien, Monsieur le Président. J'en parlerai à Marc-Antoine Lhermitte, dont le cercle de relations ne se limite pas à la sphère diplomatique, sans en être jamais très loin. Lundi 10 octobre 2011, bureau de Marc-Antoine Lhermitte, conseiller diplomatique du Président de la République, Palais de l'Élysée à Paris. Au fait,
c'est Saint-Perdon qui suivra directement le dossier. Alors ? Interroge Marc-Antoine Lermite. Le président a validé notre choix, répond Bruno Chalafant au conseiller diplomatique. Il a trouvé que l'homme, à coup sûr, a l'expérience et l'entre-gens nécessaires pour une mission des plus délicates, mais surtout qu'il a la gnaque, qu'il a du charisme et la conviction que l'on peut aboutir. Ça lui a rappelé JBT. Il a pris soin d'en parler lui-même à de Saint-Perdon, qui n'a pas émis d'objection. Donc nous partageons tous le même avis. On y va. Il y a juste une chose qui a étonné le président. Quoi donc ? Henri Procor lui a demandé d'intervenir auprès des Palestiniens pour que, dans l'hypothèse où pendant le cours de sa mission l'autorité palestinienne viendrait à obtenir de l'Assemblée générale de l'ONU la reconnaissance officielle de l'État palestinien, toute l'ambiguïté possible soit maintenue sur la question des frontières. Mais demander la reconnaissance d'un État sans convenir de ses frontières, c'est paradoxal, s'étonne le conseiller diplomatique. Puis, après un instant de réflexion. Cela dit, seul le Conseil de sécurité peut octroyer le statut de membre de l'ONU. L'Assemblée générale ne peut accorder qu'un statut d'État observateur, qui n'a en soi aucune incidence sur les frontières. Et puis, même devant le Conseil de sécurité, le maintien d'une ambiguïté sur les frontières serait toujours possible, au vu de la pratique tout du moins. À peu près tous les États du Proche-Orient se sont constitués comme ça, et ils ont sécurisé leurs frontières plus tard par des accords bilatéraux. Il y a même un État qui a été admis, sous un nom provisoire. Marc-Antoine Lermite voulait certainement parler de la République de Macédoine, dont le nom, qui fait référence directe à la Macédoine grecque de l'Antiquité, est refusé en tant que tel par la Grèce, et qui du coup n'a été admise à l'ONU en 1993 que sous l'appellation provisoire d'Arim, ancienne République yougoslave de Macédoine. Ah bon ? S'étonne à son tour Bruno Chalafant. Quoi qu'il en soit, cela n'a plus d'importance. Le président a refusé d'appeler Mahmoud Abbas pour évoquer une pareille suggestion et au surplus, d'après lui, nous avons le temps de voir, vu que les Palestiniens n'obtiendront pas de sitôt l'aval du Conseil de sécurité. Sinon, poursuit Bruno Chalafant, le président m'a précisé qu'il comptait informer le président Omaha de sa démarche. Il a ajouté pour notre gouverne, qu'il soit bien clair que nous jouons un morceau solo, mais dans le cadre d'un ensemble musical tout de même. Il faudra aviser régulièrement nos partenaires, et d'abord les Américains et les Anglais, selon un tempo à définir. Alors le coup est parti, conclut Marc-Antoine Lermite. Je file chez Jean de Saint-Perdon pour lui confirmer tout ça. Ne vous en souciez pas. Le président l'a déjà fait. Au fait, c'est Saint-Perdon qui suivra directement le dossier. Il l'a exigé. De toute façon, ce n'est plus mon rôle, il faut que je me fasse une raison. Les deux hommes échangent un sourire complice et d'un même geste, comme s'ils avaient 30 ans de moins, se font un check main dans la main. Mardi 8 novembre 2011, ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, bureau de M. Bentalal. Tout à fait sérieusement, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à faire un cadeau à la Palestine, un cadeau de bienvenue dans le concert des nations. J'ai été nommé il y a un mois à peine, et me voici déjà au cœur de l'action, investi à fond, ayant reçu les assurances que l'on respecterait la méthode et le rythme que m'imposeront les circonstances et les lieux où je choisirai d'aller. Le choix et l'articulation des visites m'appartiendront. Monsieur Henri Procor, annonce l'huissier. Je connais bien Mustapha Bentalal. Il est premier conseiller à l'ambassade d'Arabie Saoudite depuis 3 ans, et nous nous sommes rencontrés à l'occasion de plusieurs séminaires diplomatiques au Sénat, où il accompagnait l'ambassadeur. Mais aujourd'hui les enjeux sont différents, songe encore Henri Procor. Il a naturellement été informé de la nomination par le président de la République française d'un représentant spécial pour le Proche-Orient. Je préfère le terme de représentant à celui d'envoyé, et ma nomination sur ce poste a dû le surprendre, mais bon, il a accepté le principe de ce premier rendez-vous sans barguigner, sans même disposer d'un ordre du jour précis. La sécurité une fois passée, me voici donc dans son bureau du premier étage de l'ambassade. Monsieur Bentalal avise 2 sofas installés dans un angle de la pièce et invite son hôte à s'asseoir. Le représentant spécial prend alors la parole. Monsieur le ministre, bonjour.
M. Bentala la rend de ministre plénipotentiaire. Depuis l'échec des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, qui avaient été relancées par le président Obama en août 2010 avec pour objectif de régler d'ici un an toutes les questions de statut, le processus de paix israélo-arabe est au plus mal et le président Obama se trouve désormais contraint dans ses initiatives par les impératifs de sa réélection. Mahmoud Abbas, le président palestinien par dépit ou par défi, nous a, à nous Européens, renvoyé la balle en affirmant qu'il appartenait désormais aux deux anciennes puissances mandataires, l'Angleterre et la France, d'assumer leur passé colonial, je le cite, et de relever elles-mêmes le défi de la paix. En clair, d'imposer aux deux protagonistes leur solution à elles. Cette réaction a quelque chose de brutal et il ne faut pas la prendre à la lettre, mais elle prouve combien les Palestiniens sont désespérés ou pour être moins affectifs, combien une intervention, une pression, une initiative, pourvu qu'elle vienne de l'extérieur, devient indispensable aux yeux de l'une des parties en présence. Et vous savez que plusieurs hommes politiques israéliens ont ouvertement tiré les mêmes conclusions. Et Henri Procor de conclure. Le président m'a demandé de travailler en étroite collaboration avec nos amis d'outre-Manche. Cela dit, je suis autorisé à pousser le plus loin possible les discussions bilatérales avec chacune des parties. Voilà pourquoi je me trouve ici, devant vous. Mais pourquoi donc l'Arabie saoudite figure-t-elle en tête de votre agenda ? Questionne Mustapha Bentalal. Nous ne sommes associés que de loin au conflit, quand bien même le roi Abdallah a été en 2002 l'initiateur de l'initiative de paix arabe, à Beyrouth. Monsieur le ministre, nous savons l'un et l'autre combien la résolution de ce conflit qui ne date pas de la création de l'État d'Israël en 1948, il y a 60 ans passés, mais qui remonte à la première vague d'immigration juive en Palestine, en 1884, oui en 1884, c'est-à-dire il y a près de 130 ans, s'avère difficile. Honnêtement, je doute d'un règlement du conflit au forceps. Si la solution pouvait être imposée, sans que les protagonistes n'aient à acquiescer au plus profond d'eux-mêmes, avec leurs tripes, elle serait en place depuis longtemps. Donc cela ne marche pas. Il faudra trouver autre chose, et ce sont ces pistes que nous sommes en train d'inventorier et auxquelles nous voulons vous associer. Je ne vois toujours pas en quoi je serai prioritairement concerné. Les termes d'un règlement final sont globalement connus, ce sont les fameux paramètres Clinton, finalisés à tabac par les négociateurs palestiniens et israéliens en janvier 2001. Un retrait israélien de quelque 96% de la Cisjordanie, avec un échange de terres pour le solde correspondant à quelques colonies rattachées à Israël, et une restitution à la Palestine de la partie est de Jérusalem. Mais ça ne marche pas, et vous le savez bien. Dans le détail, rien ne tient. Le retrait de Cisjordanie s'effectuerait sous conditions, des conditions de sécurité draconiennes comme par exemple le contrôle militaire de la vallée du Jourdain par Israël, un échange de terres d'inégale qualité qui se révèle n'être qu'un trompe-l'œil, un charcutage de la vieille ville de Jérusalem et de ses abords, aux Juifs les zones d'habitation juive, aux Palestiniens les zones encore habitées par des Palestiniens, impraticables dans les faits. Avec en plus, le retour des réfugiés que vous n'évoquez pas mais que les Palestiniens brandissent comme un étendard. Et enfin l'hypothèque terroriste toujours présente, car un accord obtenu sans l'aval des factions extrémistes, qui veulent obtenir bien plus que tout cela, risque d'être rapidement dénoncé soit par l'action violente, soit par les urnes. Le représentant spécial poursuit. En fait, les paramètres Clinton ne marchent pas car dans le meilleur des cas, ils nous ramènent à la situation géopolitique qui prévalait de 1949 à 1967, les déclarations de bonnes intentions en plus. Or la situation régionale de la Palestine d'après 1948 n'était pas stable, comme on pourrait le dire d'un corps chimique. La naissance de l'État d'Israël, avalisée à l'ONU, masquait les innombrables foyers de tension entre juifs et arabes, à commencer par le problème des réfugiés et l'absence de frontières sûres et reconnues. Tout cela portait en germe le conflit de 1967. Revenir simplement à la situation d'avant 1967, c'est ramener les protagonistes à leurs frustrations originelles. Pour rétablir la confiance, pour gommer définitivement les arrière-pensées, il faut amener quelque chose de nouveau, et j'oserais dire quelque chose d'inespéré par les uns comme par les autres, plutôt que de revenir à une situation vécue par le passé comme éminemment instable.
Monsieur Bentalal me regarde, pense Henri Procor. Il reste poli mais son expression traduit un mélange d'impatience, il aimerait bien en terminer, d'agacement, il n'aime pas qu'on lui fasse la leçon, et de gêne, il ne sait toujours pas où je veux en venir. Il doit se demander ce qui a bien pu pousser un président responsable, à la tête de la 5e puissance mondiale, à autoriser son représentant pour le Proche-Orient à sortir du consensus diplomatique en vigueur. Que croyez-vous donc qu'on puisse faire de neuf ? Nous avons offert aux Israéliens la promesse d'une vraie réconciliation en échange de leur retrait de tous les territoires occupés, sur le principe de toute la terre contre toute la paix. Que pouvons-nous faire de plus ? Comme j'ai essayé de vous le dire, et permettez-moi d'insister sur ce point, vous avez certes offert à Israël toute la paix, mais ce faisant vous vous êtes porté fort pour tous les ayants cause dans le conflit, vous avez parlé en leur nom mais sans qu'ils vous aient tous donné un mandat pour cela. Autrement dit, vous vous êtes engagé pour le compte de toutes les nations arabes sans être sûr du plein acquiescement de toutes les personnes concernées, et en particulier des Palestiniens. Or, comme je viens de l'évoquer, les revendications palestiniennes sont complexes, elles ne se bornent pas à revenir à la situation de 1949, ce n'est pas aussi simple que cela. Le président palestinien et le Fatah travaillent, du moins en apparence, sur cette base, mais vous savez bien que le mouvement Hamas conteste l'existence même de l'État d'Israël et toutes les formes d'accords passés avec lui. Cela m'amène à évoquer d'un mot le problème du terrorisme. Le Hamas est qualifié par la communauté internationale de mouvement terroriste, à partir de quoi il est disqualifié. Bien. Exit le Hamas dans les discussions internationales. En apparence, cela vaut mieux car sinon c'est toute l'architecture subtile du projet de règlement, synthétisé comme vous dites par les paramètres Clinton, qui volerait en éclats. Mais on peut avoir une approche différente des mouvements dits terroristes. Je ne sais pas si elle est plus courageuse, mais elle s'inscrit mieux dans une perspective historique. Que symbolisent les mouvements terroristes et que deviennent-ils ? Henri Procor marque une courte pause et accepte le verre d'eau obligeamment proposé par son interlocuteur, puis il reprend. Personnellement, j'ai été frappé de constater que deux des principaux leaders terroristes juifs, Menahem Begin et Yitzhak Shamir, respectivement chefs de l'Irgun et du groupe Stern, et pourtant, l'assassinat de Bernadotte, le propre neveu du roi de Suède, directeur de la Croix-Rouge internationale pendant la guerre et qui avait sauvé des Juifs, c'était du terrorisme absolu. Et ces assassins furent poursuivis ? Pensez-vous ? Le tout premier président d'Israël, David Ben Gourion, a bien condamné l'attentat, mais quelques semaines plus tard les commanditaires et leurs 3 exécutants bénéficiaient de l'amnistie générale décrétée par le même Ben Gourion. Quant au principal tireur, Yehoshua Cohen, Ben Gourion en fit plus tard son garde du corps personnel et son ami intime. Un assassin garde du corps du symbole vivant de la nation israélienne. Tout un symbole. Vous semblez n'avoir rien oublié de cet incident, aussi grave soit-il, après tant d'années. Le colonel français André Serrault, chef des observateurs des Nations Unies à Jérusalem, était dans la voiture de Bernadotte et fut une victime collatérale, pour laquelle les tueurs ont présenté leurs regrets. Je ne l'ai pas oublié. Après quelques secondes de silence, Henri Procor reprend sa démonstration. Côté palestinien, c'est le nom du terroriste Arafat, futur président de l'autorité palestinienne, qui vient naturellement à l'esprit. Les Français ne peuvent pas non plus oublier que le terroriste de Gaulle fut condamné à mort par un tribunal placé sous l'autorité du maréchal Pétain, avant que le même de Gaulle ne devienne 4 ans plus tard, chef du gouvernement provisoire de la France libérée. Henri Procor s'accorde encore un instant de silence puis laisse tomber,
en forme de conclusion. Cette arrivée au pouvoir de leaders terroristes ou présumés tels n'a pu se faire que parce que ces mouvements représentaient un courant de pensée très fort et exprimaient des aspirations profondément ancrées dans l'inconscient collectif de leurs sociétés respectives. Vous voulez dire, reprend Mustapha Bentalal, que Khaled Meshaal, le chef du bureau politique du Hamas à Damas, ou Ismail Haniyeh, ex-premier ministre de l'autorité palestinienne et leader du Hamas à Gaza, seront demain l'un ou l'autre président de la Palestine? Je vous demande juste de ne pas l'exclure, et d'en intégrer dès aujourd'hui l'éventualité. D'ailleurs, la pression de la rue palestinienne pour une réconciliation entre le Hamas et le Fatah a poussé ces deux mouvements à travailler sur un projet d'accord de gouvernement. C'est une première étape, avant l'organisation d'une élection présidentielle. Henri Procor reprend le fil de son argumentation. Je reviens à mon propos pour vous dire qu'offrir toute la paix, comme vous l'avez fait sans l'acquiescement des leaders terroristes, était peut-être présomptueux. Et du côté d'Israël, vous n'avez reçu aucune assurance de pouvoir recouvrer toute la terre, au sens de tous les territoires occupés en 1967. J'en veux pour preuve la poursuite de la colonisation en Cisjordanie par tous les leaders israéliens successifs depuis 40 ans, avant et après Beyrouth, et la volonté d'Israël de rattacher tout ou partie de ses colonies à son territoire. Et la sanction tombe. L'initiative de paix arabe de Beyrouth était certes une initiative courageuse et généreuse de la part de son initiateur, mais elle n'a pas atteint son but, toute la terre contre toute la paix, et il ne pouvait en être autrement. Le ministre reste silencieux, comme s'il laissait la parole à son vis-à-vis. Celui-ci décide d'enchaîner. Monsieur Bentalal, les Palestiniens supportent seuls aujourd'hui, entièrement seuls, le poids de la création d'un foyer national juif en Palestine. Ils supportent ce poids au quotidien dans leur chair et dans la privation de leurs biens. Ils ont vu arriver les Juifs par groupes entiers à la fin du XIXe siècle, et le flot ne s'est pas interrompu. Ils se sont révoltés en 1936 devant la passivité du mandataire anglais, et leur révolte a été matée dans le sang. Ils ont pris de plein fouet l'arrivée de 800 000 Juifs sauvés des camps de la mort. Ils se sont vus imposer en 1947 une première partition de leur pays, et ils se sont rebiffés. Ils ont dû dans les faits en accepter une deuxième avec les accords de cessez-le-feu de 1949. Les projets de règlement successifs qu'on leur a présentés depuis lors ne changent pas radicalement la tendance à l'aggravation. Au contraire, ces projets entérinent un grignotage supplémentaire de leurs droits, de leurs biens, de leurs terres. Vous voulez régler ce conflit? Eh bien, je vous le dis. Il faut d'une façon ou d'une autre alléger leur fardeau, prendre votre part de l'impact provoqué par la création de l'État d'Israël moderne, offrir aux Palestiniens des compensations tangibles, qui leur montrent que le balancier de l'histoire est reparti dans l'autre sens. Après le flux, il doit y avoir un semblant de reflux jusqu'à trouver un point d'équilibre. J'ai sorti mon va-tout, se dit Henri Procor. Bentalal m'a écouté, concentré, tout en paraissant impassible. Un reflux? Vous voulez dire, revenir en deçà de la ligne verte de 1967? C'est exact. Mustapha Bentalal écarquille les yeux. Et votre président assume ce que vous dites? Nous en avons parlé. Vous dites que les Palestiniens sont les seuls à avoir subi un préjudice, mais vous faites peu de cas de l'impact de l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés dans les pays limitrophes, Liban, Jordanie, Syrie notamment, et du gigantesque effort qu'ont nécessité leur accueil et leur intégration. Bien sûr que oui, vous avez raison, même si vous voudrez bien reconnaître que cette intégration, pour de bonnes et de moins bonnes raisons, est restée très imparfaite. Henri Procor juge le moment propice pour poser la question de fond. Mais vous, l'Arabie Saoudite, si vous deviez accomplir un même effort de solidarité que les pays limitrophes de la zone du conflit, que proposeriez-vous? Face à cette interpellation, Bentalal est tenté d'esquiver. Je ne vous comprends pas, et je ne vois pas ce que nous pourrions faire de mieux que de prendre des initiatives de paix audacieuses, quand bien même vous les décriez, et peut-être un jour d'y ajouter notre contribution financière. Mais les Palestiniens ont aussi commis des erreurs, et nous n'avons toujours pas oublié le soutien qu'ils ont apporté à Saddam Hussein lors de l'invasion du Koweït. Ce fut un choix politique tout à fait regrettable et sans aucun doute de pure circonstance.
Il faut passer là-dessus. La Palestine, en tant qu'État souverain, va faire son entrée dans le concert des nations. Pensez qu'aujourd'hui elle n'existe pas, que la nation palestinienne existe mais que l'État-nation chargé de la représenter n'existe pas. La Palestine va rejoindre le processus historique de fondation des États modernes, démocratiques, dont les prototypes les plus fréquemment cités sont l'Angleterre, les États-Unis et la France. Les peuples pouvant légitimement constituer une nation et encore en attente d'un État souverain pour les représenter, se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main, et les Palestiniens en font partie. Je sais que nombre de Juifs israéliens contestent le fait que les Palestiniens constituent un peuple en tant que tel, mais c'est la création d'un foyer national juif en Palestine qui a interrompu le processus naturel d'accès des Palestiniens à l'indépendance. Et de toutes les façons, ce genre de débat d'arrière-garde est stérile. Après tout, les Autrichiens sont organisés en État-nation alors que les Alsaciens ne le sont pas. Et alors ? L'important, monsieur Bentalal, c'est le regard que vous portez sur votre passeport, c'est le sentiment d'appartenance profond et authentique qu'il doit vous inspirer. Voilà pourquoi, à mon humble avis, il ne faut surtout pas considérer de manière anodine le moment où la Palestine deviendra un État et où chacun de ses habitants pourra enfin disposer d'un passeport et d'un passeport dans lequel ils se reconnaissent. Il faut au contraire en faire un événement, une véritable fête. Et que fait-on lorsqu'on est invité à une fête, monsieur Bentalal, une naissance par exemple ? On ne vient pas les mains vides, on apporte un présent, symbole des vœux positifs que l'on entend formuler. Tout à fait sérieusement, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à faire un cadeau à la Palestine, un cadeau de bienvenue dans le concert des nations. Et un cadeau utile, qui vienne soulager l'impact qu'a provoqué la création d'un foyer national juif en Palestine, comme je l'ai évoqué. En quoi cette idée de cadeau est-elle de nature à faciliter le règlement du conflit israélo-palestinien ? Répond le ministre mi-narquois mi-intrigué. Sans vous vexer, je trouve cette idée plutôt farfelue. La réponse vient sans attendre. Tout dépend de la nature du cadeau. Les problèmes sont multiples, mais le principal problème reste celui de la terre et donc celui des frontières. C'est sur ce terrain, si j'ose dire, qu'il faut d'abord se placer. Cela ne tient pas debout. L'Arabie saoudite n'est pas concernée par le problème de la délimitation des frontières de l'État palestinien. Elle n'a d'ailleurs aucune frontière commune, ni avec Israël, ni avec les territoires palestiniens. C'est exact, mais sauf votre respect, la question posée n'est pas là. Il y a un problème sur les frontières, parce qu'il y a globalement un déficit de terre au Proche-Orient. Rappelez-vous l'image fréquemment citée de deux peuples pour une même terre. Toute offre de terre pourrait être un apport décisif à la finalisation d'un règlement de paix. L'Arabie saoudite n'a rien à donner, et l'intérêt pratique d'une offre de terre par nos soins serait nul du simple fait de notre éloignement du territoire palestinien. Monsieur le ministre, ce que nous visons, vous comme moi, c'est la paix. La paix dans toute la région. Une Palestine viable et pleinement indépendante, sans aucune restriction. Le règlement définitif du problème des réfugiés. Le retour de la ville sainte de Jérusalem, et pas seulement des lieux saints dans le giron arabe. Face à un tel défi, il faut des actes de courage et de générosité exceptionnels. Il faut que chacun accepte le principe de faire un gros sacrifice. Déjà en accepter le principe. On verra ensuite pour les modalités. Concrètement, je ne vois pas comment cela peut fonctionner. Permettez-moi une seconde de revenir à mon propos précédent, le partage de l'effort d'accueillir des millions de Juifs sur la terre d'Israël. Les Juifs sont là.
Nous acceptons vous et moi cet état de fait. Sinon, il serait inutile de disserter plus longtemps. Il faut alors discuter du partage entre nos différentes nations de l'impact de ce séisme, et ne pas s'en dédouaner d'office. Je vous propose de vous poser la question suivante. Jusqu'où serais-je prêt à aller pour contribuer à l'émergence d'une vraie paix entre Israël et les Arabes? Mon pays et moi-même sommes-nous capables de sacrifier quelque chose d'important? Si je devais pour cela me couper un doigt, le ferais-je, s'il s'avérait que ce geste soit l'élément décisif pour garantir une paix véritable et durable? Pourquoi ce sacrifice, comme vous dites, serait-il décisif? Quelle preuve aurions-nous que les engagements de la partie adverse seraient tenus, et que ce sacrifice n'aurait pas été fait en pure perte? La confiance ne se décrète pas. Si elle doit s'établir, nous le saurons le moment venu. Et rien ne sera acquis par personne sans respect de la parole donnée. Je souhaiterais que vous réfléchissiez à une réponse sincère à la question suivante, sans avancer l'argument du doute sur la sincérité de l'autre. Suis-je capable de sacrifier quelque chose d'important pour obtenir une paix totale? Répondez sans chercher d'échappatoire. De guerre lasse, le ministre veut bien un instant entrer dans son jeu, constate alors Henri Procor. Qu'est-ce que vous appelez quelque chose d'important? Vous avez sûrement une idée en tête. Effectivement, puisque nous parlions de l'importance de la terre, je pense qu'un don de terre, un sacrifice territorial, même limité, serait une bonne illustration. Le ministre se dresse sur son séant et répond : Vous en revenez toujours à la même chose, vous êtes obsessionnel. À ce moment, un assistant entr'ouvre la porte et demande si quelqu'un veut un café. L'un et l'autre acquiescent volontiers et, le temps que les cafés se préparent, en profitent pour évoquer des sujets plus légers. Les cuillères tintent dans les tasses. Henri Procor pose la sienne sur la soucoupe, puis revient à la discussion. Monsieur le ministre, essayons si vous le voulez bien de relativiser les choses. Et parlons de choses concrètes, des références historiques possibles. Il est arrivé à mon pays, par exemple, de renoncer pacifiquement à des enjeux territoriaux. Cela vous étonne? Vous avez raison d'être étonné, car les Français l'ignorent eux aussi. C'est la preuve qu'il y a les territoires essentiels, les incontournables pour lesquels on est prêt à se battre, exemple, l'Alsace-Lorraine pour les Français, et ceux qui ne le sont pas et dont la mémoire retombe dans l'oubli, exemple, la Sarre toujours pour les Français, la Sarre qui a été restituée à l'Allemagne vaincue en 1957 après une consultation de la population locale organisée par nos pouvoirs publics, 2/3 pour le rattachement à l'Allemagne, 1/3 pour le rattachement à la France. Un régime autoritaire serait passé outre, et la Sarre serait devenue française. La République a respecté le verdict populaire, malgré que nous vécûmes alors une époque de profond ressentiment à l'égard de notre voisin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ait oublié tout cela aujourd'hui parce que, fondamentalement, ce n'était pas vital. Et pourtant la Sarre c'était quelque chose. Plus d'1 million d'habitants, soit l'équivalent de 2% de la population française pour 0,5% du territoire. Est-ce que, dans 50 ans, les Saoudiens se souviendront que leur régime a consenti un don de terre au profit de la Palestine? Pas la Mecque ou Médine, bien sûr, mais un coin de désert aux confins du royaume? Je n'en suis pas sûr. Et le représentant spécial du président français se rapproche de sa conclusion. De même que la géographie de la France s'est progressivement affinée au fil des siècles, avec moult alliances et moult batailles, l'épisode sarrois n'en constitue qu'une des nombreuses vicissitudes. Permettez-moi de rappeler que le royaume d'Arabie Saoudite n'est pas venu tout seul, comme tombé du ciel. Même si Dieu l'a voulu, me direz-vous, votre pays a été bâti de par la volonté d'un homme, Ibn Séhou. Le fondateur du royaume a été un génie stratégique. Il a fait les bonnes alliances, militaires et religieuses. Il a déployé une énergie considérable, et a fait preuve d'une détermination incroyable dans son projet d'union des tribus d'Arabie. Il a battu Hussein, shérif de la Mecque et roi du Hédiaz, qui menait un projet concurrent. Il serait allé dans sa volonté de rassemblement jusqu'en Syrie, si la Grande-Bretagne n'avait fini par s'émouvoir d'une telle soif de conquête, qui allait interférer avec sa propre vision de l'organisation politique du Moyen-Orient. Où voulez-vous en venir? Interrompt le premier conseiller. Je veux en venir au fait que toute œuvre humaine est à parfaire,
et que le roi Abdallah est aujourd'hui dépositaire d'un trésor dont la composition peut être modifiée, surtout si cette modification est minime dès lors que l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Comme l'a dit le prince de Lampedusa dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Mais nous ne vous avons pas attendu pour tenir compte de réalités nouvelles, en allant si nécessaire jusqu'à modifier les frontières du royaume, ou régler certains contentieux frontaliers à l'amiable, quitte à limiter nos prétentions. Et justement, continuons dans cette voie si l'enjeu le mérite vraiment. Je suppose que vous faites allusion au traité de Djeddah du 20 mai 1927, entre Ibn Saoud et le gouvernement britannique, par lequel Ibn Saoud, nouveau roi du Hédiaz, il venait de s'emparer de la Mecque et de Médine, s'engageait à cesser toute revendication sur les Émirats de la Côte de la Trêve, les actuels Émirats arabes unis? Si vous voulez. Je faisais surtout allusion au règlement pacifique du contentieux avec la Transjordanie, sur le positionnement exact de sa frontière sud. Ce point était resté en suspens lors de la négociation de nos frontières respectives, en 1925, à l'époque du mandat. Et vous savez qu'au moment où les Anglais allaient reconnaître l'indépendance de la Transjordanie, en mars 1946, notre roi Ibn Saoud n'avait toujours pas validé le principe de l'accès de la Transjordanie à la mer. Au motif qu'Aqaba appartenait anciennement à la wilaya ottomane du Hédiaz, je suppose. Exact. Et pourtant, l'Arabie saoudite a accepté en 1965 non seulement qu'Aqaba soit incluse de jure dans les limites de la Transjordanie, mais même de rallonger de 19 km vers le sud la côte de Transjordanie sur le golfe d'Aqaba et de céder aux Transjordaniens les 6000 km² adjacents. Il faut dire que le débouché d'Aqaba sur la mer était minuscule. Et cela sans contrepartie? Si. Les Transjordaniens nous ont cédé 7000 km² à l'intérieur des terres. Mais c'était une compensation pour la forme, car ces terres n'avaient pas la même valeur stratégique. Vous voyez que l'Arabie saoudite n'est pas un royaume fermé à la discussion avec ses voisins. C'est vrai. Mais avec les Jordaniens, il y a eu malgré tout une compensation territoriale, même si vous dites qu'elle était pour la forme. Dommage qu'il n'y ait pas d'exemple où votre royaume ait cédé sans contrepartie apparente un territoire qui lui appartenait. Mustapha bin Talal se frotte le menton, comme s'il hésitait à dire quelque chose, et puis soudain il lâche le morceau. Il y a bien un cas qui répond à votre attente. C'est le traité de Djeddah du 12 juin 2000, signé par notre roi Abdallah, à l'époque prince héritier, qui met un terme aux différends territoriaux entre le royaume et la République du Yémen. Ce jour-là, nous avons cédé au Yémen 37 000 km² sur la frontière sud du royaume, dans un secteur potentiellement riche en pétrole. Et vous n'avez rien demandé en échange? La frontière définitive et permanente que nous avons tracée entérine la souveraineté de l'Arabie saoudite sur les provinces de Djizan, Najran et de Lassir, au nord du Yémen, dans le respect des engagements pris en 1934 par le Yémen lors du traité de Taïf. Nous n'avons rien demandé de plus et nous renonçons implicitement à revendiquer un corridor d'accès à l'océan Indien, aux confins de nos deux pays avec le sultanat d'Oman. Cet arrangement s'est effectué à l'amiable et dans un esprit de fraternité. Sous les questions d'Henri Procor, M. bin Talal finit par concéder que le traité de Taïf de 1934 avait été conclu à la suite d'un échec militaire cuisant des Yéménites contre l'armée d'Ibn Saoud, et qu'il stipulait une cession par bail, renouvelable tous les 20 ans des 3 provinces évoquées, sans statuer sur leur souveraineté. D'où le ressentiment des Yéménites et l'intérêt pour l'Arabie saoudite de clore avec le Yémen la question des frontières. Cette explication vous convient-elle, monsieur Procor? Tout à fait. Ces éléments me rendent optimiste car ils nous prouvent que là où il y a un intérêt stratégique, il y a de la place pour la négociation et le mouvement. Monsieur bin Talal pousse un soupir, se détend et s'enfonce un peu plus dans l'épais canapé. Quand même, reprend Henri Procor, l'épisode jordanien confirme s'il en était besoin, la suprême habileté politique d'Ibn Saoud. Accepter en 1925 le statu quo sur Aqaba, occupé par les Anglais, mais refuser de signer un accord final, c'était conserver un ultime élément de marchandage, au cas où les Anglais voulussent encore solliciter quelque avantage au profit du roi déchu.
Car je sais comme vous que les Anglais avaient promis en 1916 au shérif Hussein un empire arabe en échange de son engagement contre les Turcs, et qu'il s'est en définitive retrouvé à la tête de la Transjordanie, un État croupion. Ne refaites pas l'histoire, monsieur Procore. Certes, mais reconnaissez que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance, et que les Anglais auraient pu rechercher d'autres références historiques à faire valoir, plus favorables à Hussein, se référer par exemple aux limites de l'ancien royaume nabatéen, dont la capitale était Pétra et qui s'étendait jusqu'à 400 km plus au sud de l'actuelle frontière jordanienne. Son rayonnement fut considérable pendant plus de 5 siècles tout de même. Et la Transjordanie eut doublé voire triplé sa superficie. Mais j'évoquais ce point seulement pour illustrer la relativité des situations. Le ministre allait s'impatienter mais la digression semble terminée, et il choisit de ne pas rentrer dans la polémique et de revenir au cœur du sujet. Je suppose que vous avez réfléchi, monsieur Procore, à la forme que prendrait la participation de l'Arabie Saoudite à votre projet. Vous imaginez quoi au juste ? C'est à Henri Procore de retenir un instant son souffle. Ce ne sont jamais que quelques mots, mais leur accueil par le représentant de la principale puissance, avec l'Égypte, du Proche-Orient va s'avérer crucial. Comme je vous l'ai dit, cher monsieur Ben Talal, je pense qu'un don de terre constituerait l'élément le plus symbolique, le plus précieux et pour tout dire le plus utile que l'Arabie Saoudite pourrait offrir comme contribution à la paix, la vraie paix globale et définitive. Le premier conseiller auprès de l'ambassade n'a pas scié. Henri Procore continue. Sa localisation se situerait le long du golfe d'Aqaba, face au Sinaï. Et ce serait un don à la Palestine, pour les raisons que nous avons évoquées. Mais la Palestine n'aurait pas de continuité territoriale avec ce nouveau territoire, comme je vous l'ai déjà dit. C'est exact, et c'est pourquoi il est important que vous laissiez la Palestine disposer de ce don comme elle l'entend. Ne manqueront ni les idées ni les opportunités, faites-moi confiance. Alors, qu'en dites-vous ? Mustapha Ben Talal est diplomate de carrière. Il prend un instant de réflexion puis, sans marquer la moindre émotion apparente, répond posément. Je ne peux évidemment pas me prononcer au nom du royaume sur une telle proposition, juste vous donner mon avis personnel, qui est plus que réservé sinon franchement négatif. L'idée d'un geste de notre part en contribution à la paix est en soi positive, encore faut-il que cette contribution soit réalisable en pratique, qu'elle soit mesurée et qu'elle fasse l'objet de contreparties de même niveau. Or je doute, et c'est un euphémisme, qu'on nous propose en retour autre chose que de bonnes paroles. Le ministre met manifestement en doute la bonne foi des Israéliens. C'est un argument non dénué de fondement, mais qui ne fait pas avancer le débat. Il faut absolument rebondir. Je vous suggère alors de mettre noir sur blanc vos conditions, je dis bien toutes vos conditions non négociables. À d'autres de faire en sorte qu'elles soient jugées acceptables par toutes les parties concernées. Mais si tel était le cas, nous aurions alors votre engagement de ne pas vous déjuger et d'aller au bout de votre promesse. Nous en sommes encore loin. Enfin, si vous insistez, je veux bien en référer au palais et voir s'il est possible de donner une suite quelconque à votre suggestion. Mais comprenez bien que l'état d'esprit d'aujourd'hui est plutôt à la désillusion. Nous pouvons vous promettre tout ce que vous voulez, mais de toute façon cela ne marchera pas. Monsieur Ben Talal, obtenez-moi un accord de principe sur l'idée d'un don de terre en échange de la paix véritable et listez-moi les critères, les plus exhaustifs possibles et sans tabou, de cette paix véritable. Imposez vos conditions. Et je vous promets, après qu'on en aura discuté et qu'on se sera entendu, que je ne vous ressolliciterai plus sur ce sujet si vos conditions n'étaient pas agréées. Après avoir pris date pour la suite, Henri Procore, sur un signe de son hôte, se lève et prend congé. À bientôt, monsieur le ministre, et ramenez-moi de bonnes nouvelles. Bon courage, lui répond le conseiller saoudien avec un sourire en le raccompagnant à la porte de son bureau. Jeudi 10 novembre 2011, bureau de Marc-Antoine Lermite, palais de l'Élysée à Paris. J'ai proposé au ministre qu'il réponde aux deux questions suivantes. Un arrangement territorial est-il envisageable, s'il s'intègre à un plan de règlement global et définitif ? Et quelles sont vos exigences sur le contenu de ce règlement global et définitif ? Alors Procore, comment ça va ?
Je vous ai bien facilité la tâche, n'est-ce pas? Le conseiller diplomatique du président interroge Henri Procor d'un air un peu malicieux, sur la tenue de son entretien avec le ministre Ben Talal. C'est lui qui a bien voulu introduire sa démarche auprès de l'ambassade d'Arabie Saoudite, et la cautionner au nom du patron. Pour autant, il s'attend à tout sauf à voir les Saoudiens emballés à l'idée que l'on remette tout à plat dans le laborieux processus de paix du Proche-Orient. S'il a accepté d'appuyer la démarche, c'est bien parce que l'approche traditionnelle est tenue en échec. Un coup de pied dans la fourmilière, une remise en question des fondamentaux du processus de paix, pourrait faire apparaître des voies de progrès totalement imprévues, un peu comme l'on attend d'un accélérateur de particules qu'il fasse émerger, issues du choc des atomes, des particules inconnues. Pour autant, Marc-Antoine Lermite n'en est pas moins lucide et extrêmement réservé sur les chances d'aboutir par une approche non conventionnelle. « Ça va, monsieur le conseiller, ça va », lui répond Henri Procor. Monsieur Ben Talal va se concerter avec l'ambassadeur, qui doit rejoindre Riyad prochainement pour l'équivalent chez eux de notre conférence des ambassadeurs, et j'ai cru comprendre qu'il serait aussi du voyage. Tous deux en profiteront sans nul doute pour consulter les services. Nous n'en sommes qu'au début, mais il faut dès maintenant cranter sur une ou deux questions précises. C'est pourquoi j'ai proposé au ministre qu'il réponde aux deux questions suivantes. Un arrangement territorial est-il envisageable, s'il s'intègre à un plan de règlement global et définitif? Et quelles sont vos exigences sur le contenu de ce règlement global et définitif? Il ne reste plus qu'à espérer que sa proximité avec le prince Saoud Al-Faisal, ministre des Affaires étrangères du royaume, sera suffisante pour que l'affaire remonte à son niveau. Sinon, il faut s'attendre à ne pas avoir de réponse du tout. Je serais curieux de savoir si le ministre des Affaires étrangères lui-même peut esquisser une réponse sans avoir l'oreille du roi, et dans ce cas s'il osera lui en parler. Nous le saurons bientôt. Nous sommes convenus de nous revoir d'ici un mois. Et que comptez-vous faire d'ici là? Rien. L'approche que je défends dépend totalement d'une ouverture saoudienne. Je vais comme prévu mettre notre ambassadeur à Riyad dans la boucle, en lui demandant d'effectuer une relance discrète dans 3 semaines. Les Saoudiens savent que nous sommes pressés et que si les événements doivent prendre un tour nouveau, il faut le faire vite. Dernière précision, vous êtes rentré dans le détail de leur contribution? Je lui ai parlé d'une bande de terre sur le golfe d'Aqaba, face au Sinaï. C'est, je pense, un peu au-dessous de l'objectif, mais à ce stade il n'apporterait rien d'être plus précis. Les Saoudiens ont-ils perçu que nous les considérions comme un acteur essentiel du futur règlement de paix? Je veux dire un contributeur essentiel? Je n'ai pas pu leur avouer à quel point nous avons besoin d'eux, combien nous croyons à l'effet d'entraînement qu'aurait une attitude positive de leur part sur le reste du monde arabe. À dire vrai, sans contribution de l'Arabie saoudite, il n'y aura pas de contribution égyptienne du tout, parce que les Égyptiens n'accepteront jamais d'être la seule nation contributrice à la paix, alors qu'au contraire ils pourraient hésiter à rester seuls au bord du chemin, à se draper dans un égoïsme de façade. Alors Procor, si nous dépendons à ce point des Saoudiens, du moins selon vous, ils tiennent le beau rôle et je ne vois pas pourquoi ils céderaient à nos avances ou quels moyens nous aurions de les convaincre. La présence en arrière-plan des Américains. Les Saoudiens savent bien que 15 des 19 pirates de l'air d'Al-Qaïda présents dans les avions du 11 septembre 2001 étaient de nationalité saoudienne. Et que les Américains ne sont pas dupes de leur engagement contre la nébuleuse terroriste. Ce ne sont pas les Saoudiens qui ont permis de déloger Ben Laden, mais les Américains eux-mêmes. Alors leur marge de manœuvre n'est pas si grande, et si ce régime veut durer sur le long terme, le fait de contribuer de manière décisive à l'instauration de la paix dans la région leur serait un précieux viatique. Jeudi 17 novembre 2011, bureau de Marc-Antoine Lermite, Palais de l'Élysée à Paris. À un moment de votre conversation, vous avez fait une allusion au royaume des Nabatéens. Je ne crois pas qu'il faille revenir sur ce sujet. C'est bien dommage. Vous connaissez l'histoire des Nabatéens? Bonjour Henri. Je vous ai fait venir car j'ai eu le ministre Ben Talal au téléphone. Votre proposition va être transmise à Riyad. C'est un point positif. Ben Talal m'a aussi interrogé sur vous. Il y a quelque chose qui lui a déplu, ou qui l'a contrarié, je ne sais pas.
Et quoi donc? À un moment de votre conversation, vous avez fait une allusion au royaume des Nabatéens. Il a trouvé cela hors de propos. Je ne crois pas qu'il faille revenir sur ce sujet. C'est bien dommage. Vous connaissez l'histoire des Nabatéens? Pas spécialement. Pour être franc, pas du tout. Eh bien, les Nabatéens étaient un peuple caravanier originaire de l'Arabie centrale. Ils s'installèrent au IVe siècle avant Jésus-Christ au pays d'Édom, entre l'actuel Néguev et le sud de la Jordanie, profitant du fait que les Édomites étaient remontés vers le nord pour occuper la place laissée libre par les Hébreux déportés à Babylone. Vous me suivez toujours? Le conseiller diplomatique répond d'un signe de tête. Leur capitale était Pétra, la célèbre cité troglodyte, actuellement en Jordanie, aux tombeaux monumentaux sculptés en creux à même la roche. Leur écriture était sémitique, à mi-chemin dirions-nous entre l'hébreu et l'arabe, dont elle fut d'ailleurs un précurseur. Les rois nabatéens tiraient leur richesse du commerce des épices, de la myrrhe et de l'encens en provenance du Yémen. Cette richesse attisa les convoitises. Ils eurent à lutter contre les Grecs macédoniens, les Séleucides et enfin les Romains, avec lesquels ils finirent par s'entendre. Avec la Pax Romana, au 1er siècle après Jésus-Christ, le royaume nabatéen atteignit son apogée et s'étendait de Damas à Égra, 1000 km plus au sud, sous le nom de province romaine d'Arabie pétrée. Au IIIe siècle de notre ère, il constitua une province byzantine entièrement christianisée. Ainsi, pendant près de 9 siècles, jusqu'aux conquêtes musulmanes du 7e siècle, cette grande région quasi désertique fut unifiée politiquement et culturellement. Et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Pétra, bien sûr, mais aussi sa sœur jumelle du Grand Sud, Égra, appelée aussi Aliger ou Madin Sali, un site archéologique exceptionnel constitué de tombes gigantesques taillées dans le grès rouge, aux façades ornées de motifs décoratifs variés. Les deux cités rupestres de Pétra et d'Égra forment un ensemble architectural exceptionnel mais n'appartiennent plus à la même entité politique. Et Henri Procor conclut. Égra est le premier site d'Arabie saoudite à avoir été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Pour autant, la fréquentation du site était jusqu'à il y a peu quasiment interdite, et elle reste tout à fait confidentielle. Est-ce pour des raisons de préservation du site? Je crois plutôt que les Saoudiens veulent éviter de mettre en avant ce patrimoine. Dans ce pays forgé dans le creuset de l'islam wahhabite, une conception pure et dure de la foi musulmane, les cultures pré-islamiques sont suspectes, surtout si elles sont situées à 400 km à peine de Médine. Et la Mecque n'est jamais que 400 km plus loin. Et pourquoi étiez-vous tenté d'évoquer la culture pré-islamique nabatéenne avec M. Ben Talal? C'était en pure perte un défi inutile. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les Anglais, dans les années 1920, auraient pu installer le shérif Hussein de la Mecque, leur poulain vaincu par Ibn Séhou, sur les brisées du royaume nabatéen. Ils lui avaient promis un empire tout de même. Et qui aurait gagné la future Jordanie? Au niveau des ressources géologiques, pas grand-chose. La région est semble-t-il dépourvue de pétrole. Mais elle aurait triplé sa surface. En fait, en faisant cette allusion à la civilisation nabatéenne, dont l'épicentre est bien la Jordanie actuelle, je laissais entendre que le geste territorial que nous attendions des Saoudiens était peu de chose en regard de cet espace de quelques 200 000 km² que eux-mêmes auraient pu ne jamais obtenir si les Anglais, qui étaient décisionnaires à l'époque, avaient trouvé une autre inspiration. Voyez à quoi tient l'histoire. Mardi 13 décembre 2011, ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, bureau de M. Ben Talal. Eh bien, c'est oui? Eh bien, c'est oui? Le visage d'Henri Procor s'éclaire malgré lui, alors qu'il s'efforce de froncer les sourcils déjà saisis par le doute. Ne vous réjouissez pas trop vite en effet, continue Mustapha Ben Talal. Les conditions auxquelles ce oui est assorti sont draconiennes. Le cabinet s'est affranchi de tout scrupule. Après tout, c'est vous-même qui avez insisté pour que nous mettions à plat tous les problèmes en suspens et listions ce que nous attendions en retour. Je pense que c'était d'ailleurs à bon escient, car cela a servi d'exutoire à ceux du cabinet, nombreux, qui n'étaient prêts à rien concéder du tout. Et comment êtes-vous parvenu à cette réponse de principe positive? J'ai repris plusieurs de vos arguments, bien sûr,
et en particulier l'idée de l'accueil de l'État palestinien dans le concert des nations auquel nous pourrions effectivement participer, et aussi l'idée d'amortir en quelque sorte l'impact de la création d'Israël par une contribution du royaume qui ne soit pas seulement financière comme nous savons le faire, mais aussi territoriale. Je me suis demandé, et les membres du cabinet du ministre avec moi, si nous étions capables à l'égard des Palestiniens de cultiver l'esprit de partage et de sacrifice consacré par la zaka, l'aumône, le don d'une partie de ses biens aux pauvres de la communauté, l'un des 5 piliers de l'islam. Mais la zaka est usuellement un impôt en nature ou en argent, pas sous la forme d'un don de terre. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Les Arabes sont fils du désert. Or nul ne peut posséder le désert qui dans notre tradition appartient à tous. Et l'on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Mais les choses ont changé, nous avons adopté les règles du monde moderne, le royaume saoudien s'est vu reconnaître par la communauté internationale un droit de souveraineté sur un immense territoire de plus de 2 millions de kilomètres de. Il peut dès lors envisager d'en disposer et faire un acte de générosité. Henri Procor flaire le piège. C'est trop beau. Mais il laisse Mustapha Ben Talal continuer. Et vous avez vendu cela au cabinet? Absolument. Nous devons aussi tenir compte de notre environnement. L'Arabie est riche mais nombreux sont nos frères arabes qui sont pauvres autour de nous. Je n'oublie pas que près de 40%, oui j'ai bien dit 40% des familles palestiniennes vivent au-dessous du seuil de pauvreté fixé par les Nations Unies à $2 par jour. Vous vous rendez compte? Et les 4x4 flambant neufs de nos ressortissants de retour d'Égypte, qui traversent le Sinaï pour rejoindre l'Arabie Saoudite via le ferry de Nouéba, sont détestés par les bédouins égyptiens qui tirent le diable par la queue, nous en sommes conscients. S'ils devaient traverser la Palestine, on leur jetterait des pierres. Mon pays a intérêt à la paix, qui seule permettra un rééquilibrage progressif du niveau de vie de nos différentes populations et contribuera à la stabilité régionale. Faire un geste noble n'exclut pas de penser à sa propre survie à long terme. Tout cela fleure bon les images d'Épinal, même si paradoxalement ce sont les propos même d'Henri Procor, ou en tout cas leur sens, qu'exprime le premier conseiller de l'ambassade. Il n'a pas tout dit. Survie à long terme, dites-vous. Vous pouvez me parler franchement. Eh bien, pour tout vous dire, depuis les événements de l'année 2011, que vous appelez le printemps arabe, nous raisonnons différemment. Nous comptons toujours, bien sûr, sur nos alliés et notre partenariat stratégique avec les États-Unis et avec les Européens. Mais nous avons vu avec quelle rapidité vous avez renié, oui je dis bien renié vos anciens amis. Bon, je passe sur le Tunisien Ben Ali qui est d'abord parti sous la poussée de son peuple, mais Moubarak? Omaha l'a lâché en un rien de temps, sans aucune considération pour les services qu'il avait rendus pour la paix israélo-arabe, et pour l'intense collaboration qui existait entre les services des deux pays contre le terrorisme. Et la Libye? La France a lâché son ami Kadhafi, même s'il n'était pas très recommandable, lui qui plantait sa tente dans les jardins de vos palais, et cela en l'espace d'une semaine. Alors vous ne devriez pas être surpris de nous voir réfléchir à de nouvelles initiatives pour sécuriser notre environnement régional, par nous-mêmes, sans attendre qu'il faille compter sur vous. Votre visite a fait accélérer les choses, monsieur Procor, elle ne les a pas provoquées. Mustapha Ben Talal marque une pause puis reprend. Voulez-vous que je vous parle de nos attentes en retour? Bien sûr. Le ministre extrait un papier du parapheur en cuir placé devant lui, et en laisse la lecture à Henri Procor. Il s'agit d'un protocole, en 12 points, qui traite de toutes les problématiques évoquées lors des conférences de paix antérieures, les frontières, la sécurité, Jérusalem, les réfugiés. Henri Procor lit lentement. 1. L'accord de paix devra se positionner dans la continuité de l'initiative de paix de Beyrouth de mars 2002, initiée par le roi Abdallah Ben Al-Saoud. 2. Il s'agira d'un accord de paix définitif, définissant les conditions d'une paix juste, globale et durable. 3. L'État d'Israël restituera à la Syrie l'intégralité du plateau du Golan. 4. L'État d'Israël restituera à l'État de Palestine l'intégralité de la Cisjordanie, frontière du 4 juin 1967, y compris la zone de Jérusalem-Est. 5.
Le principe d'une normalisation complète et immédiate des relations entre tous les États signataires sera affirmé. 6. Une liaison terrestre directe entre l'Égypte et l'Arabie saoudite sera établie au niveau du détroit de Tiran. 7. L'accès libre et direct de la Palestine à ses frontières internationales sera total et immédiat. Aucune présence militaire israélienne ne sera maintenue sur le territoire palestinien, y compris dans la vallée du Jourdain. 8. Les États signataires adhéreront à la perspective d'un Moyen-Orient exempt d'armes nucléaires et se conformeront aux obligations ou recommandations internationales en la matière, dont la signature du traité de non-prolifération nucléaire. 9. Le statut de zone franche sera accordé par l'Arabie saoudite à une portion de la rive est du golfe d'Aqaba, au bénéfice de la Palestine. 10. La protection du patrimoine historique, culturel et religieux de Jérusalem ainsi que la liberté d'accès, d'exercice du culte et de circulation dans tous les lieux saints seront garanties. 11. Les colonies israéliennes établies sur le plateau du Golan, en Cisjordanie et dans la zone de Jérusalem seront démantelées. 12. Les Israéliens reconnaîtront le principe du droit au retour, à l'Aouda, des réfugiés palestiniens. Henri Procor relit le texte une deuxième fois puis lâche, presque malgré lui. Vous avez effectivement mis la barre au plus haut. Puis, après un instant de recul. Vous parlez bien de créer une zone franche, mais je ne vois pas la mention du don de terre que vous m'avez assuré avoir obtenu au profit des Palestiniens. Cette mention figurera dans un accord complémentaire, une contre-lettre si vous préférez, qui ne sera validée que lorsque nous aurons l'assurance que toutes nos exigences vont être respectées. Vous n'imaginez pas que nous puissions, de but en blanc et sans contrepartie bien assurée, afficher que nous nous dépossédons d'un territoire, dans un document certes confidentiel mais qui, comme tous les documents confidentiels, finira par être divulgué. Vous vous êtes néanmoins intéressé à certains points de détail, comme cette liaison terrestre, un pont je suppose à réaliser entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Sur ce point notre motivation est tactique. Nous sommes en fait très soucieux que tout geste de bonne volonté de notre part ait des contreparties concrètes, qui parlent à nos opinions publiques. D'où l'idée d'améliorer la sécurité et le confort des voyageurs, et en particulier des pèlerins, qui se rendent en Arabie saoudite. Or le franchissement du golfe d'Aqaba pose un vrai problème. Évoquer la réalisation prochaine d'un pont, au niveau de Sharm el-Sheikh, c'est un élément très concret qui frappe l'imagination. Il s'agit d'un projet déjà ancien, mais qui a toujours échoué pour des raisons politiques, tant que la paix n'est pas installée. Vous imaginez un tir de missile visant le tablier du pont. La construction de cet ouvrage serait aussi une preuve que la psychologie des Israéliens a changé dans le bon sens, car tout ce qui concerne l'accès à la mer Rouge leur est ultra sensible, eux qui ont déclenché 2 guerres, en 1956 et en 1967, parce que le détroit de Tiran leur avait été fermé. Ce serait donc un test fiable de leur nouvel état d'esprit. Sur l'ensemble, je dois dire que je trouve vos prétentions extrêmes. Mais je ne puis que les transmettre en l'état à la présidence française, et c'est ce que je vais faire. Le défi est considérable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.